Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 18 octobre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, 10 propriétaires riverains de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond voient leur espoir se réaliser. L'organisme Triport a débuté ses opérations dans l'ancienne caserne d'incendie à ville de Portneuf. Inauguration cette semaine des bureaux de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf à Pont-Rouge. Nous avons une entrevue avec le président Claude Faneuf. Inauguration du nouveau complexe funéraire de la coopérative funéraire de la Rive-Nord à Saint-Marc-des-Carrières. Une mobilisation est en cours dans Portneuf pour aider les agriculteurs à passer à travers la détresse psychologique. Et plusieurs événements retiennent notre attention sur la scène culturelle. Bonne émission. Tout d'abord, revenons sur quelques points du dernier conseil de ville de Saint-Raymond, lundi soir dernier. Après plus de 10 ans d'études, de démarches et d'attentes, les 10 propriétaires riverains touchés par l'érosion d'une partie des berges de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond voient leur espoir se réaliser. Les travaux de stabilisation de la berge ont débuté la semaine dernière derrière le commerce Aquaboutique, avenue Beaulieu et Saint-Joseph, et devraient stopper l'érosion pour plusieurs décennies. Il faut dire que 2 résidences de la rue Beaulieu ont été considérées comme dangereuses par le ministère de la Sécurité publique au mois d'août dernier si le niveau de l'eau de la rivière montait à 400 mètres cubes par seconde. Une évacuation des lieux serait nécessaire. Devant cet avis, la municipalité et les gens du ministère ont conclu qu'il valait mieux stopper l'érosion de tout le méandre qui borne 8 autres résidences. Des travaux d'enrochement et de matelas de branches ont débuté la semaine dernière, suivis de plantations végétales, arbustes et arbres. Il en coûtera 941 000 $ pour l'ensemble des travaux, incluant des imprévus de 100 000 $. Le gouvernement accepte d'investir 734 000 $ et la ville de Saint-Raymond 66 000 $. Les 10 propriétaires devront donc payer les 140 000 $, 15 % en fait de la facture restant, équivalent à environ 1 130 $ par année pour les 15 prochaines années à partir d'une taxe de secteur. Casernes et garages, maintenant, les structures d'acier de la nouvelle caserne de pompiers et du garage municipal sont érigées. Les travailleurs s'affairent à finaliser les toitures avant l'arrivée de la neige. Selon le maire, les échéanciers sont respectés. Le garage municipal devrait être livré d'ici la fin de l'année 2018 et la nouvelle caserne en février 2019. Quant à la consommation du cannabis, la ville de Saint-Raymond s'en remet à la même réglementation que l'usage de la cigarette dans les endroits publics et attend de connaître les nouvelles dispositions du gouvernement du Québec dans ce dossier. L'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf devraient adopter sous peu la même réglementation concernant la consommation du cannabis. D'ailleurs, les maires de la MRC de Portneuf se réunissaient ce mercredi soir à Cap-Santé pour la séance publique du mois d'octobre.
Parmi les points à l'ordre du jour, notons que les maires ont adopté le nouveau règlement de zonage concernant l'agrandissement de l'entreprise Machitech Automation à Saint-Marc-des-Carrières. Un certificat de conformité sera émis et l'entreprise qui conçoit et fabrique des systèmes de découpe automatisés pourra donc débuter les travaux de construction d'un nouveau bâtiment de 26 100 pieds carrés derrière ses installations actuelles sur un terrain qui était zoné agricole. D'autre part, à Saint-Léonard, la MRC tiendra une consultation publique le jeudi 1er novembre prochain concernant un projet d'élevage porcin. C'est la Commission d'aménagement du territoire qui tiendra cette consultation. Nous reviendrons avec plus de détails au cours du prochain bulletin de nouvelles. La MRC a versé la dernière tranche des 20 000 $ à la Fondation des services santé et services sociaux de Portneuf pour l'achat d'un tomodensitomètre, un TACO, à l'hôpital régional de Portneuf. La MRC s'était engagée à verser 100 000 $ à la Fondation sur une période de 5 ans. Les producteurs agricoles de Portneuf pourront exploiter 3 kiosques mobiles pour vendre des produits locaux au grand marché public de Québec, qui sera en opération sur le site d'Expo-Cité en 2019. La MRC de Portneuf avait prévu verser un montant de 50 000 $ au projet. À Ville de Portneuf, ce lundi matin, 15 octobre, les élus municipaux, les dirigeants de l'organisme Triport Portneuf ont dressé un bilan de l'avancement des travaux de réaménagement de l'ancienne caserne des pompiers et le retour au boulot de la quinzaine de travailleurs. Triport Portneuf est une entreprise d'économie sociale œuvrant dans le recyclage du bois et offre un plateau de travail à une quinzaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou atteinte du trouble envahissant du développement. Il faut rappeler que l'organisme avait pignon sur la rue Notre-Dame à Donnacona avant qu'un incendie majeur, le 2 janvier 2018, mette fin à ses opérations. Le feu avait pris naissance dans le dépanneur du même édifice. Le maire de la ville de Portneuf et un conseiller, Mario Alain et Marc Rivard, ont entrepris des démarches pour les soutenir dans cette épreuve et leur offrir l'ancienne caserne qui n'était plus utile dans le cadre du nouveau schéma de couverture de protection des incendies de la MRC de Portneuf. Une entente de 5 ans a été conclue entre le CIUS de la capitale nationale, l'organisme Triport et la municipalité et annoncée en juillet dernier. On écoute le maire de la ville de Portneuf, Mario Alain. Ainsi, pendant que le dossier cheminait, la ville de Portneuf a été proactive en entreprenant les démarches de modification de zonage pour permettre justement les activités que tiennent Triport chez eux, qu'elles soient permises dans un endroit comme le nôtre, c'est-à-dire l'ancienne caserne de Portneuf. La finalité de l'entente ne fut pas sans heurts, mais grâce à la contribution de tous les intervenants impliqués, la venue de Triport à Portneuf s'est concrétisée lors d'une rencontre le 10 juillet dernier au bureau du député Michel Matte, avec la présence des gens du CIUS, la capitale nationale, du conseil d'administration de Triport et quelques représentants de Portneuf. Les travaux de réaménagement du bâtiment de 4 500 pieds carrés sur 2 étages ont débuté au mois d'août dernier. Une quinzaine d'entrepreneurs y ont participé et un monte-personne permet aux travailleurs à mobilité réduite un accès au 2e étage. De 60 000 $ en prévision, l'investissement total pourrait atteindre les 95 000 $. Écoutons à nouveau le maire Mario Alain. D'entrée de jeu, on avait planifié un budget de l'ordre de 60 000 $, mais comme mon ami Marc l'a si bien dit, il n'y a pas de chantier de construction sans surprise et sans extra. On s'attend de finir aux alentours de 95 000 $ d'investissement. Mais c'est pour une bonne cause, vous savez, fait que c'est pas trop gênant de se rendre là. Dans ses anciens locaux à Donnacona, Triport Portneuf pouvait récupérer plus de 190 000 livres de bois à chaque année. Les dirigeants souhaitent que leur clientèle revienne malgré l'arrêt forcé de production après l'incendie. Les sacs de bois d'allumage sont très populaires et les commandes sont importantes. On écoute M. Michel Gagnon, secrétaire trésorier de Triport. Il y a des commandes de 100 sacs, des commandes de 40, de 60. Il y en a beaucoup, mais
Si je les promets et qu'on n'est pas capable de les produire, bien, ce ne sera pas mieux. Mais il y a beaucoup comme des dépanneurs de Portneuf, il y en a plusieurs à qui on fournit le bois d'allumage, puis ils nous téléphonent quand est-ce que ça allait commencer. Cet été, on a perdu beaucoup de gros clients. Exemple, le camping de Saint-Hubert, c'était un client de 300 sacs par été. Ça. Là, malheureusement, on n'a pas été capable de les fournir cette année. J'espère qu'on ne les perdra pas pour ça. On va les solliciter. Frenette et Frères aussi. Oui, Frenette et Frères, c'est le quincaillier. C'est un très gros client pour nous autres aussi. Soulignons que les administrateurs et les travailleurs accueilleront la population le dimanche 4 novembre prochain dans le cadre d'une activité porte ouverte de 13h à 17h. Ce mercredi 17 octobre, à Pont-Rouge, les dirigeants, employés et des élus ont procédé à l'inauguration officielle des bureaux de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf qui sont aménagés à Place Saint-Louis. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf est le regroupement de 12 offices municipaux d'habitation de la MRC de Port-Neuf et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La nouvelle entité a été créée officiellement le 1er janvier 2018. On compte 557 logements répartis dans 37 immeubles publics et privés. On retrouve 6 employés au siège social et une trentaine de concierges assurent l'entretien des lieux. Pour plus de détails, nous accueillons en studio le président de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Il est aussi conseiller à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, M. Claude Phaneuf. Bonsoir, M. Phaneuf. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir. Inauguration, finalement, après 10 mois, en fait, d'organisation et tout ça, ça va bien depuis le regroupement? Oui, ça va très bien. On voulait se donner un certain temps de rodage avant de lancer l'information dans la population. Alors, il y a eu du rodage à faire, il y a eu des installations à faire, mais actuellement, on est enchanté des résultats grâce à l'équipe en place. Oui, donc ça a valu la peine, ce regroupement? Oui. Il y avait eu des doutes au début. L'année passée, quelques personnes qui avaient soumis des doutes à l'effet du manque de proximité que ça entraînerait pour les locataires. Quelqu'un qui est loin de Pont-Rouge peut dire bien, je suis loin, je suis orphelin, personne ne va s'occuper de moi. Alors, c'est pas ça qui se passe et c'est pas le son de cloche qu'on a. On n'est jamais plus loin que le téléphone. Ouais. Mais le fait d'avoir une équipe permanente, ça nous aide à mieux répondre aux besoins. Dans plusieurs OMH, dans le passé, il y avait un directeur à temps partiel, 20 heures semaine, 5 heures semaine, 10 heures semaine, tout dépendant, et un concierge qui passait peut-être une fois par semaine. Actuellement, on a un directeur général, une directrice générale, je devrais dire, permanente. On a un responsable des bâtiments permanents. Alors, ils peuvent, aussitôt qu'il y a un appel, tout peut se faire rapidement et on a un service d'appel 24 heures. Oui. Place Saint-Louis vous convient très bien? C'est à peu près le centre de la MRC de Port-Neuf et c'est facile d'accès d'à peu près partout. Alors, oui, ça nous convient très bien et on est dans un édifice qui est très intéressant. Oui. Parlons maintenant de l'organisation. Vous avez 6 employés, en fait, permanents? 6 employés permanents. Ils ne sont pas tous à temps plein. Okay. Il y en a qui sont peut-être à 3 jours semaine et au besoin, ils vont entrer à 4 jours semaine s'il y a un besoin. Mais on a 6 employés dans les différentes sphères d'activité. Justement, lesquels? Bon, alors, il y a la directrice générale avec une adjointe administrative qui est aussi la secrétaire. Il y a un responsable des bâtiments. Il y a une responsable de la comptabilité, il y a une responsable de l'animation, et j'en manque un, qui est une responsable du service à la clientèle, les baux. Ouais. OK. 557 portes? Ou... 557 portes, oui. Alors, c'est 557 logements. Ce ne sont pas tous des HLM, des habitations à loyer modique. Il y en a que ça relève de différents programmes de la SHQ. Alors, un programme d'aide au logement comme Accès Logis, un programme pour l'aide à des personnes handicapées, etc. Alors, il y a différents programmes qui sont regroupés dans les 557. Et ça s'adresse aux gens à qui ça s'adresse? Bon. En priorité, ça s'adresse aux gens à faible revenu. Oui. Bon. Alors, le programme HLM, le loyer payé, c'est 25
du revenu d'une personne. Mais ça, pour être éligible, il faut que le revenu soit moins que 26 500 $ par année. Okay. Et là, les personnes pour une personne seule? Pour le loyer familial. OK. C'est-à-dire que le revenu familial. Alors là, c'est étudié et c'est réévalué à chaque année. C'est une des difficultés des OMH, c'est que les baux doivent être revus à chaque année. C'est pas dans le privé, on ne voit pas ça. Là. Okay. Alors, ça demande de l'administration, à chaque année, tous les baux sont revus. Quelqu'un qui, exemple, est au seuil... Parce que la situation peut changer. Oui, la situation peut changer. Et si quelqu'un monte à un revenu supplémentaire, il ne devient pas éligible au service à ce moment-là. Là. Alors, il doit quitter le lieu? Bien, là, il y a des négociations qui doivent se faire. Exact. Okay. Si je donne un exemple, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, parce que c'est le cas que je connais le plus, au G-Bleu, il y a la moitié que ce sont des gens qui ne sont pas dans le programme à faible revenu et la moitié qui sont dans le programme à faible revenu. Alors, sur 32 logements, il y en a 16 d'un bord, 16 de l'autre. Les 16 qui ne sont pas dans le programme, si leur salaire, leur revenu baisse en bas de 26 500, ils deviennent éligibles. Okay. Et contrairement, les 16 qui sont dans le programme, si leur revenu monte, ils ne sont pas éligibles. Alors là, on fait un échange. Les gens ne déménagent pas, mais le loyer est modifié. Et modifié plus cher, en fait, en fonction du revenu plus important, plus élevé. C'est ça. Est-ce que l'ensemble des logements, c'est rempli? Est-ce que c'est occupé partout? Actuellement, à ma connaissance, il n'y a aucune vacance, là, sauf qu'il y a un édifice qui est en rénovation à Donnacona, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de logement vacant. Sauf si des gens ont parti récemment. Là. Le rapport que j'avais au dernier conseil, il n'y avait pas de logement vacant. Il y en a pas mal partout dans le comté, en fait, Portneuf plus Sainte-Catherine. Ça va jusqu'à Rivière-à-Pierre. Bon, les plus éloignés, c'est Rivière-à-Pierre, Saint-Casimir, Saint-Hubal. De l'autre côté, bien, il y a Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier. On va Donnacona-Neuville, Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Saint-Casimir, je l'ai dit, Saint-Marc-de-Carrière, Saint-Raymond. Saint-Léonard, il y a 13 villes. Oui. Alors, si, en fait, le taux d'occupation est presque nul, en fait, plein, là, dans ce sens-là, il y a encore une demande importante? Oui. J'ai dit tantôt 13 villes, c'est 14 villes. Okay. Hier, ce que Mme Junot nous a dit, c'est que oui, il y a une demande un peu plus dans l'est du comté. Il n'y a pas de grande liste actuellement, mais la demande est toujours là. La preuve, c'est que les logements sont remplis. C'est ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir des projets de certaines villes avec la SHQ pour augmenter le nombre? Actuellement, il n'y a rien sur la table. Il y a Saint-Raymond actuellement avec le club, la FADOC? Oui, bien, Saint-Raymond a quelque chose qui est en dehors de l'OMH. Mais il n'y a pas de nouvelles demandes auprès de la SHQ pour créer une nouvelle maison dédiée à ces programmes-là. OK. Parce que c'est quand même assez complexe et long comme démarche. Ah oui, c'est long comme démarche. Avant d'en arriver à la construction. Avant d'arriver à la construction, il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts. Oui. Protocole d'entretien, comment vous organisez, en fait, l'entretien des immeubles? Bon, il y a, pour chaque immeuble, un certain nombre d'heures qui sont allouées par la SHQ. Alors, ça c'est pour les aires communes. Alors, les entrées, les balcons communs, les corridors. Alors là, on a un certain nombre d'heures. Ensuite, quand il y a des bris, exemple, quelqu'un, sa toilette ne fonctionne pas, il fait une demande à Pont-Rouge au responsable des immeubles. Lui, il fait l'évaluation et donne un bon de commande à un concierge qui doit aller sur place et qui fait un rapport. Alors, de cette façon-là, on sait exactement qu'est-ce qui se passe avec les équipements. Alors, si on se rend compte qu'une toilette est défectueuse à tous les mois, puis que ce n'est pas la faute du locataire, bien là, on va plus voir à la changer plutôt qu'à la réparer 56 fois. Ouais. Quand un locataire quitte, on évalue le logement et la plupart du temps, il est rénové. À tout le moins repeint, mais si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui doivent être rénovées, on fait application pour des programmes supplémentaires ou dans notre budget, on a de l'argent pour rénover des logements. C'est comme ça qu'on opère. Ensuite, pour une bâtisse donnée, on fait faire un bilan de santé de façon régulière. Alors, si on s'aperçoit que la toiture est en fin de vie, on n'attend pas que ça coule.
Je ne dis pas que ça ne peut pas couler à un moment donné, comme n'importe qui, là, comme dans n'importe quel bâtiment, mais il y a un bilan de santé qui est fait. Et l'avantage du regroupement, c'est que le bilan de santé, on sait exactement où on en est. Quand un directeur avait juste 10 ou 20 heures, bien, le bilan de santé, c'était une affaire secondaire. Là. Il palliait au plus urgent, à l'administration, toutes ces choses-là. Là. Et dans l'ensemble des immeubles, le bilan de santé est bon? On a eu des surprises. Okay. On a eu des surprises dans certaines villes où il a fallu faire des travaux rapidement. Les toits qui coulaient, les flancs qui coulaient. Chez nous, à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, il y a le revêtement qui doit être fait sur un immeuble. Ça va se faire au courant de l'année prochaine. Okay. Alors, là, on remet le pendule au centre, puis on dit, bon, pour s'occuper de tous nos bâtiments, parce qu'on ne veut pas les perdre. Si on perd un bâtiment, on perd de la capacité de logement pour l'aide aux plus démunis. Oui, c'est sûr. Alors, vous avez planifié, j'imagine, un plan d'action pour... oui, un plan d'action, puis il faut aussi... des priorités. Là. Oui, puis il faut faire les demandes de budget. S'il y a des gros travaux à faire à un édifice, bien là, il y a un budget supplémentaire qui doit être demandé à la SHQ, puis il y a tout le protocole de faire valider un budget supplémentaire. Est-ce que le locataire défraie les coûts de chauffage? Ça dépend des logements, ça dépend des programmes. Il y en a que c'est inclus dans le logement, il y en a que c'est pas inclus dans le logement. Alors là, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui laquelle que c'est, mais ça dépend. Lorsqu'un locataire signe un bail, il sait exactement où il en est, là, on l'informe. Et c'est un bail, comme vous dites tantôt, c'est sur un an, en fait. Oui, c'est des baux d'un an. En termes de réglementation, est-ce que c'est les mêmes règlements pour l'ensemble du territoire? Non, pas tout à fait. On s'est ajusté avec les règlements qui étaient existants dans chaque unité, dans chaque groupe d'habitation. Alors, exemple, à Saint-Raymond, certaines choses sont permises. Je vais donner un exemple. Les chiens sont permis dans un édifice au moins. À Sainte-Catherine, les chiens ne sont pas permis. Alors, il y a des choses qu'on a gardées comme avant. Alors, ça, c'est pas mur à mur partout, mais on s'est fié au règlement de la SHQ. De façon générale, c'est à peu près semblable, mais il y a quelques divergences. En termes de cannabis, parce que c'est légal depuis cette semaine, est-ce que vous avez statué là-dessus, j'imagine? Oui, on a travaillé, mais on a été proactif sur cette situation-là. On savait que ça s'en venait. Lorsqu'on a fait signer des baux au printemps, avant le mois de juillet, finalement, on a rencontré tous les locataires et ça a été étudié au conseil d'administration préalablement. Et le conseil d'administration a décidé qu'il n'y avait aucune consommation de cannabis sur les propriétés de l'OMHGP. Alors ça veut intérieur dire ou extérieur? Intérieur ou extérieur et défense de produire. La cigarette, par contre? La cigarette est permise dans les logements. OK. Et à l'extérieur, c'est selon la règle du gouvernement, là, le 9 mètres des entrées, ces choses-là. Là. Oui. Mais le cannabis, c'est l'usage défendu à ce qui a trait à la fumée. Oui, OK. À la fumée. Si quelqu'un mange des desserts aux potes... Au THC, il n'y a pas de problème. Non, ça on ne le saura même pas. Non, c'est ça. Mais c'est la fumée. Une des problématiques, c'est qu'on comprend que souvent, l'étanchéité de plusieurs de ces logements-là, c'est pas très... Un peu comme l'insonorisation à certains endroits. C'est comme l'insonorisation à certains endroits. Là, on a vécu un cas l'été passé avec des planchers qui craquaient. Là. Alors... il faut voir à la qualité de vie de tous. C'est pour ça qu'on a adopté ce règlement-là, mais tous les locataires ont été rencontrés préalablement à la signature. En terminant, vos objectifs pour la prochaine année, vous êtes président pour combien de temps? C'est un mandat? C'est une nomination de 2 ans. De 2 ans? Tous les membres du conseil d'administration sont nommés pour 2 ans. OK. Il y a 4 membres permanents. Qui est représentant des villes qui a 52 logements et plus. Il y a des membres qui sont en rotation. Je vais vous donner un exemple rapidement. Cap Santé, là, je ne me rappelle plus avec quelle ville est jumelée. Alors, il y a certaines villes où il n'y avait pas beaucoup de logements. Ils sont regroupés ensemble pour faire un regroupement d'une quarantaine, cinquantaine de logements. Pour avoir un poste permanent, il faut 50 logements. Alors, il y a 4 villes qui se sont regroupées de cette façon-là. Les autres sont en rotation. À chaque 2 ans, ils changent. Alors, supposons qu'actuellement, c'est le représentant de Neuville qui est au conseil d'administration. L'autre année, ça sera un autre représentant. Là, je ne me souviens pas lequel avec. Mais tous les représentants des villes peuvent
siéger à chaque conseil d'administration. Okay. La différence, c'est qu'ils n'ont pas de droit de vote. Okay. Mais ils peuvent siéger, ils peuvent poser des questions, ils peuvent dire leur opinion, mais ils n'ont pas de droit de vote. Alors, on appelle ça, le grand groupe, on appelle ça la table de concertation, et il y a un conseil d'administration réduit. Alors, on a des cartons d'une couleur pour le vote, puis des cartons d'une autre couleur pour ceux qui ne votent pas. En quelques secondes, qu'est-ce que vous souhaitez pour la prochaine année? Refermer disons, remettre tous les bâtiments en bon état. Ça, si on finit ça dans la prochaine année, ça serait fantastique. Et puis, s'assurer que tout le monde a une qualité de vie qu'il mérite. Au-delà de ça, pour l'instant, c'est déjà un gros défi. C'est déjà un gros défi. Alors, M. Claude Phaneuf, président de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, merci beaucoup de cette visite en studio. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, M. Beausoleil. Le dimanche 14 octobre dernier, à Saint-Marc-des-Carrières, la direction de la coopérative funéraire de la Rive-Nord, des employés de la coopérative, des membres du clergé, des élus municipaux et provinciaux ont procédé à l'inauguration et à la bénédiction du nouveau complexe funéraire situé au 595 boulevard Bonnat-Dussault. La coopérative s'est apportée acquéreur des anciens bureaux de la compagnie Greymont en août 2016 pour réaliser le projet, évalué à environ 1 million de dollars. Ce complexe abrite 2 salles d'exposition des défunts, une salle de recueillement, une autre pour les réceptions familiales et un columbarium. On retrouve également les bureaux administratifs de la coopérative qui comptent 9 places d'affaires. Outre Saint-Marc-des-Carrières, on retrouve des succursales à Saint-Raymond, Donnacona, Deschambault, Grondines, Notre-Dame de Portneuf, Notre-Dame de Montauban, Saint-Alban et Saint-Ubalde. La coopérative avait réussi une percée dans l'est du comté en ouvrant une succursale à Saint-Raymond en avril 2012 sur la rue Saint-Joseph et en novembre 2015, elle est devenue propriétaire de la résidence funéraire Saint-Raymond. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Guy Denis, a tenu à remercier les dirigeants d'avoir maintenu les bureaux administratifs dans sa municipalité. Il faut spécifier que M. Denis a vendu les salons funéraires qu'il exploitait à la coopérative lors de sa création il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai vendu la coopérative, mon salon. Puis je n'ai pas regretté parce qu'avec une bâtisse comme ça, puis ils ont gardé le bureau principal à Saint-Marc. J'en dis pas, je ne veux pas faire les autres, mais ça reste à Saint-Marc. Fait que je suis content, puis je leur remercie en même temps d'avoir gardé ça ici, chez nous. Puis c'est certain, comme on le disait tout à l'heure, c'est des taxes. Ça représente un petit peu comme administrateur, vous savez, c'est ma 28e année que je suis au poste à la municipalité, pas en ligne, mais j'aime ça de récolter de temps en temps. Pas personnellement, mais pour la ville de Saint-Marc. C'est le curé de la paroisse, maintenant Sacré-Cœur de Jésus, qui regroupe les ex-paroisses de l'ouest de Portneuf, l'abbé François Paradis, qui a béni les lieux. M. Alain Gauthier préside le conseil d'administration de la coopérative funéraire, qui dessert entre 220 et 250 familles annuellement et offre du travail à 38 personnes. Les portes du nouveau complexe funéraire seront ouvertes au public ce dimanche 21 octobre de 10h à 15h. Le Comité pour le bien-être en milieu agricole de Portneuf, qui a été mis sur pied en janvier 2017, a tenu un point de presse ce mercredi pour rendre publiques les actions qu'il a posées depuis sa création pour aider les producteurs agricoles à passer à travers les périodes plus difficiles, en plus d'annoncer la tenue prochaine d'une journée santé en agriculture le 14 novembre prochain au Chavigny à Deschambault. Le taux de suicide chez les agriculteurs est très élevé et on estime que le nouvel accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui touche particulièrement les producteurs laitiers, en plus de la montée vertigineuse des valeurs des terres agricoles, que le niveau de détresse psychologique chez les producteurs risque d'être encore plus élevé au cours des prochains mois. Écoutons une entrevue que nous ont accordée Steve Dubois du Centre de prévention du suicide de l'Arc-en-Ciel dans Portneuf et Tania Messi, étudiante en psychologie et conjointe d'un producteur de lait de Pont-Rouge. Steve Dubois, bonjour. Bonjour. Tania Messi, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Steve, pourquoi on a décidé de créer un comité pour le bien-être en milieu agricole de Portneuf? Bien, parce que
des études nous montrent que les producteurs sont 2 fois plus à risque et 2 fois plus vulnérables de détresse psychologique que la plupart des autres professions au Québec. Alors là, ça fait déjà plusieurs années que l'Arc-en-Ciel, on s'implique auprès des producteurs. On a fait la ronde de lait il y a quelques années, qui s'est d'ailleurs implantée dans d'autres régions du Québec. On a fait toutes sortes de sensibilisations auprès de nos partenaires, des conférences, des outils, des dépliants. Et on a entendu parler de cette volonté-là qu'il y a dans les différentes régions, des comités qui se mettent en place. C'était une volonté de l'UPA et on s'est dit, ben nous, on saute là-dessus. On va être les premiers à le faire et on va essayer d'inviter les autres à le faire. Tu sais, ça prend quelqu'un qui donne peut-être le modèle de départ puis pour inciter les autres à le faire aussi. Donc, on a approché l'UPA, on a dit, ben nous, on est partant et on a essayé de voir qui dans la communauté pourrait s'impliquer. Finalement, ben, il y a plein de gens qui ont levé la main et qui ont dit, oui, on veut en faire partie. Alors, ça nous a fait vraiment chaud au cœur parce qu'il y a même des producteurs qui sont là. On voit que c'est un sujet qui rassemble. C'est un sujet réel, un besoin. Là. Oui. Et qui fait partie justement du comité? Alors, on a deux, trois producteurs. On a le CIUS de Capitale-Nationale, Patricia Coutu, l'Arc-en-Ciel. Il y a aussi le réseau Homme Québec qui est devenu Homme Québec tout court, mais Éric Trudel. Pour l'instant, c'est l'UPA, évidemment, qui est là, des représentants locaux aussi de l'UPA. Donc, pour l'instant, c'est ça, mais c'est ouvert à la population, aux autres partenaires, s'ils souhaitent là, se pencher sur le sujet, se concerter, agir, prévenir. Oui. Tania, tu es étudiante en psychologie, tu es conjointe d'un agriculteur dans Port-Neuf. Pourquoi le niveau de détresse, justement, est aussi élevé chez les agriculteurs? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agriculteur est souvent laissé à lui-même dans le sens où est-ce qu'il va travailler tous les jours dans son étable ou dans sa production, en fait, peu importe quelle est la production. Et puis, tous les jours, il va se retrouver seul ou avec peu de gens et puis ça va l'isoler. Premièrement, c'est vraiment l'isolement là, qui est comme le point central des agriculteurs présentement, le problème par rapport à ça. Mais il y a aussi le nombre d'heures qui est super élevé, le nombre d'heures de travail. Ils ont très peu de repos parce que la relève est de moins en moins existante et en plus de ça, la main-d'œuvre est très difficile à trouver, surtout dans le domaine agricole parce que justement, c'est des heures un peu atypiques, c'est super tôt le matin, ça peut finir tard le soir. Donc c'est ça, la main-d'œuvre est très difficile à trouver. En plus de ça, il y a beaucoup d'exigences par rapport à la production qui va aussi avec la température, qui va aussi avec beaucoup de facteurs extérieurs qui sont très difficilement contrôlables. Donc de ce côté-là, les producteurs sont toujours entre deux, là, dans un stress constant. Mis à part ça, c'est sûr que les normes changent, les agriculteurs doivent se plier à ces normes-là tout en continuant de faire leurs frais, ce qui est très dur aussi à faire actuellement pour tout type de production à peu près. En fait, moi, je connais plutôt la production laitière plus que mon conjoint là-dedans, mais je vois ça que c'est quand même généralisé là, dans plusieurs productions actuellement. Oui. Pourquoi, toi, personnellement, tu es impliqué justement dans le comité? Bien, en fait, moi, j'étudie en psychologie à l'Université du QTR et puis, en fait, c'est simple, c'est que dans le domaine que je suis portée à ouvrir les yeux sur tout ça, là, sur la détresse, sur comment les gens se sentent et tout ça. Puis quand que je vois dans ce que je baigne, dans ce que mon conjoint baigne, ben c'est facile de remarquer justement la détresse, le stress, l'anxiété. C'est super palpable là, de ce côté-là. Les gens ont besoin là, de se réunir, de briser l'isolement, puis de parler justement. Là, Comment on peut faire justement pour les aider, outre de leur demander de parler ou de demander de l'aide aussi? Comment on peut faire pour les aider? Ben, en tout cas, on est bien intéressé à savoir la réponse. On questionne beaucoup les agriculteurs là-dessus, comment on pourrait mieux intervenir, être plus préventif. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont venir vers nos services ou pas? C'est quoi les embûches, les facilitants? Comment eux, ils font pour bien aller quand ils vont bien? Puis c'est quoi les critères sur lesquels on peut influencer? C'est toujours une question complexe, là. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire on existe, on est soucieux, on essaie de se documenter, on connaît la réalité. On pense que ça va être des incitatifs, puis on essaie de faire connaître la réalité aussi, que oui, il y en a de la détresse, c'est normal, c'est pas grave, mais il faut faire de quoi, et il y a des gens qui s'en préoccupent. Alors, la volonté, elle est là. On essaie même d'être proactif, là. La ronde de lait, c'est ça, hein? On s'en va avec le camionneur dans les fermes, on fait les circuits pour essayer de repérer, d'aller à la rencontre des gens.
on aimerait bien avoir un travailleur de rang dans le comté. On essaie de mettre le plus de choses possible avec les moyens dont on dispose. Mais le fait d'être là avec des journalistes qui vont peut-être promouvoir aussi ce message-là, c'est tous ensemble finalement qu'on va peut-être faire un peu la différence. Là. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Parce que le comité, vous existez quand même depuis janvier 2017. Quelles sont les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant? À peu près, là, sans... La liste est quand même longue. La liste est quand même longue, mais en fait, on s'informe en fait d'un peu partout. Là. On va faire des participations dans les forums de l'UPA. On va voir les congrès aussi de l'UPA. On a fait des distributions de lettres, de dépliants, de collants, de bottins, vraiment d'outils, le maximum de distribution d'outils pour sensibiliser la population générale, mais aussi les agriculteurs, qu'on existe, qu'il y a des choses aussi qui sont faites pour eux. Sinon, c'est ça, nous, on a 17 rencontres à notre actif maintenant pour le comité. Donc, on se réunit, on se questionne qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi la prochaine étape, où est-ce qu'on s'en va avec ça, comment on peut aider les producteurs. Donc, c'est à peu près ça, mais on s'expose, là, on essaie de se faire voir. Et vous avez pensé organiser une journée santé en agriculture? C'est une première, ça, dans Port-Neuf? Oui, on avait déjà eu des activités avec des chercheurs, entre autres, qui étaient venus parler de la détresse. Mais là, une journée complète comme ça pour les producteurs, c'est une première. On est vraiment fiers de ça. Il y en aura peut-être d'autres. J'aimerais aussi dire que l'Arc-en-Ciel, dernièrement, avec l'UPA et le regroupement des centres de prévention du suicide, en fait, c'est surtout moi qui a édité un guide de post-vention. Donc, quand il arrive un suicide chez un producteur, quelles sont les bonnes pratiques à faire? Donc, il y a un guide à suivre. Et ce guide-là, qui a été construit à l'Arc-en-Ciel avec les partenaires, bien, maintenant, il s'implante dans tout le Québec. Et à la fin du mois, je vais présenter cet outil-là dans un congrès canadien à Terre-Neuve. Et on espère même que ça va devenir un outil transcanadien. Là. Donc, tout est à faire, on dirait, avec les producteurs. Et ça commence. On espère, on ne sait pas où ça va aller, mais on essaie de faire tout ce qu'on peut. Oui, mais comment vous avez réussi justement à concocter ce guide-là? Ou vous avez rencontré les agriculteurs? Oui, ben, en fait, les guides, ça existe depuis longtemps dans les centres de prévention du suicide. Et moi, j'ai travaillé beaucoup en situation de crise aussi sociale. Et ça prenait comme le mix des deux pour arriver à faire ce guide-là, parce que le milieu de l'agriculture est un milieu quand même ouvert. Ça touche la communauté. Donc, ça prend autre chose que les guides habituels. Donc, moi, j'avais cette expertise-là. Et j'ai décidé de mettre en place un comité avec des membres de l'UPA, des centres de prévention du suicide, qu'on unisse ensemble nos forces pour créer ce guide-là. Et on l'a déposé officiellement à la BANQ, partout. Donc, il est distribué. Il y a des formations qui vont venir avec ça. Et peut-être en terminant, Tania, dans quel esprit vous avez organisé justement cette journée santé en agriculture? Dans quel esprit, en fait? Bien, nous, ce qu'on veut, c'est réunir les agriculteurs. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se parlent ensemble, c'est qu'on puisse aussi tâter le pouls, comment ils sont les agriculteurs, quels sont leurs prix, leur pensée actuelle. C'est quoi le vent par rapport à ça? Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi des conférences super intéressantes pour attirer le maximum de producteurs, en fait, de la région, pour que tout le monde puisse y trouver son compte aussi, pour qu'on puisse voir le pouls de tout ça. Oui, et ça, c'est le 14 novembre, donc c'est toute une journée? Oui, ça commence à 9h, ça finit à 15h30. Ce sont les producteurs aussi qui nous ont dit les meilleurs horaires, les meilleurs temps dans le mois de l'année. Donc, on fait avec eux cette programmation-là. C'est eux qui nous ont dit qu'est-ce qui les intéressait et on fait des liens avec la santé d'entreprise, la santé psychologique, la santé des producteurs. On en profite. On profite de tous ces canaux-là, toutes ces rencontres-là pour essayer de bonifier ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux pour le bien-être des producteurs. Et les gens peuvent s'inscrire auprès de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord? Oui, c'est ça. C'est Marie-Maude Fortin qui est sur notre comité, qui s'est portée volontaire pour prendre les inscriptions et donner de l'information. On peut le faire par son courriel mmfortin@upaqc.ca ou en ligne son numéro de téléphone aussi qui est disponible là, sur les affiches qui vont se promener un peu partout dans la région. Là. Alors Steve Dubois et Tania Messy, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
330 convives ont participé vendredi dernier à la 4e édition du Souper Rose au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, souscrivant ainsi à la cause du cancer du sein dans le contexte du concept Saint-Raymond Ville Rose. Le mois d'octobre est devenu le mois de sensibilisation au cancer du sein et Saint-Raymond a accepté pour une 5e année de soutenir les femmes et aussi les hommes atteints du cancer du sein et les services qu'offre le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec et sa fondation. Durant tout le mois d'octobre, des édifices du centre-ville de Saint-Raymond, dont le clocher de l'église, sont illuminés en rose pour souligner la cause et la population est invitée à souscrire via le site web de la ville de Saint-Raymond. Les convives ont eu droit à un souper 3 services cuisinés et servis par l'équipe du Roquemont. D'ailleurs, la microbrasserie du Roquemont avait concocté une bière pour soutenir la cause, la Rose à vie, qui a été servie avant, pendant et après le repas. C'est l'humoriste Marie-Élise Houston qui a animé le souper, suivi en musique et danse par le groupe Frank et P.O. Comme à chaque année, une femme survivante du cancer du sein accepte avec courage, il faut le dire, de livrer un témoignage d'espoir. Cette année, ce défi a été relevé par Diane Bédard, propriétaire de l'Institut médico-esthétique La Cité du Corps à Saint-Raymond depuis 38 ans. Elle est guérie de son cancer depuis maintenant 3 ans. Diane a reçu le diagnostic d'un cancer du sein de type infiltrant et très fulgurant de grade 1, une sorte de cancer qui peut se répandre dans le cerveau, dans le foie ou dans les os, mais qui, heureusement, était très petit lorsque détecté. Ce type de cancer a nécessité des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Malgré ces lourds traitements, Diane Bédard a continué à travailler, mais l'épisode de la perte de ses cheveux a été marquant. Tout de suite après ma première chimiothérapie, j'ai eu beaucoup de symptômes de chimiothérapie. C'est pour ça que j'ai merci à ma mère. J'ai eu beaucoup de symptômes de chimiothérapie, puis c'est là que ma Madeleine est rentrée en jeu, parce que quand les cheveux ont commencé à tomber, tout de suite à la première, ça n'a pas tombé un petit peu, ça a tombé beaucoup. Puis là, j'ai capoté, puis je travaille ce matin-là. Fait que j'appelle Ghislain, puis là, j'écris des fois, j'écris. Et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Madeleine, je l'avais rencontrée avant, puis elle m'a dit, si tu as une panique, appelle-moi. Là, c'était la journée de la panique. Fait que je l'appelle, puis là, je dis, Madeleine, il faut que tu me prennes aujourd'hui. Les cheveux tombent, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, viens, c'est l'heure du dîner, je vais te prendre. Fait qu'elle m'a pris sur l'heure du dîner, je suis allée la trouver. On a pleuré tous ensemble. Elle m'a mis la prothèse sur ma tête et je suis repartie travailler. Et là, quand on dit mettre le masque, là, rentrer dans son rôle, là, j'ai dit, il faut que je rentre dans le rôle parce que, oublie-toi, là, oublie la maladie, là, tu s'en vas travailler. Je suis partie de là, puis je suis allée travailler. Sa foi, certaines techniques de médecine douce et sentir de près la présence des autres auront été gagnants pour Diane. Parce que si je n'avais pas eu la spiritualité, la prière, la méditation et l'hypnose, parce que quand j'avais trop de douleur, je me faisais de l'auto-hypnose pour justement être capable de soulager mon corps, entrer dans une autre sphère, une autre énergie. Et le soutien du monde autour de nous, très important de ne pas s'isoler, d'avoir des gens autour de nous qui nous aident, qui nous encouragent, puis qu'on les sente présents. Ça fait déjà 3 ans que j'ai terminé. En septembre cette année, ça fait 3 ans. Et ça n'a pas été facile, mais je suis fière de moi. Puis, je reviens encore que c'est important, le dépistage. C'est important de faire une mammographie, puis de faire nos examens à nous aussi. On estime aujourd'hui que le cancer du sein touchera une femme sur 8. Mais la recherche a permis de réduire de 40 % le taux de mortalité du cancer du sein. Le taux de participation des femmes qui passent une mammographie aux 2 ans est de 70 %.
Ce mardi, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond se tenait la deuxième journée de réflexion sur la sécurité alimentaire dans Portneuf. Quelques 85 personnes ont pris part à cette journée qui avait pour but de faire le point sur la première année d'opération du comité et les actions à venir pour assurer de la nourriture saine et en quantité suffisante aux personnes et aux familles de chacune des municipalités de la MRC de Portneuf qui en ont besoin. Cette cause touche tous les milieux socio-économiques du territoire, autant les organismes d'aide pour jeunes et moins jeunes, les municipalités, le milieu scolaire, de la santé, que le monde des affaires, de la distribution alimentaire, des producteurs agricoles et les transformateurs. Le CIUS de la capitale nationale et la MRC de Portneuf ont investi et embauché une ressource pour coordonner et développer un plan d'action concerté. Le CIUS a reconduit son financement pour une deuxième année. On estime que les besoins alimentaires seront de plus en plus importants dans Portneuf. L'augmentation des prix à l'épicerie, le vieillissement de la population, la précarité du financement pour les organismes d'aide en sécurité alimentaire et autres permettent de croire à cette prévision. Un plan d'action a été établi qui vise à unir les forces dans Portneuf, coordonner les différents acteurs qui visent le même objectif et développer de nouveaux projets pour enrayer les besoins alimentaires des plus démunis. La prochaine activité du comité sera une table de concertation le 12 novembre au CHSLD de Pont-Rouge de 9h à midi. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. À la marina du quai de Portneuf, ce jeudi matin, le comité culturel de la ville de Portneuf a procédé au dévoilement du projet Optique Portneuf, une exposition de 36 photos grand format, 3 pieds par 4 pieds, de la ville de Portneuf, prise par 6 photographes différents et initiée par le photographe Pierre Choquette qui préside le comité. En plus du patrimoine bâti de la ville de Portneuf, 3 autres volets seront développés, dont le secteur entreprise et industriel, les adolescents qui fréquentent la Maison des jeunes et les élèves de niveau primaire. Une exposition du genre a été présentée à Cap Santé, Optique Cap Santé, l'an dernier, et on souhaite que les 5 municipalités de Portneuf, riveraines du fleuve, présentent des œuvres. La MRC de Portneuf, le Fonds d'aluminerie Deschambault pour les collectivités durables et des industriels de la ville de Portneuf ont soutenu à leur façon ce projet novateur. La ville de Cap Santé était l'hôte de la Fête des Fleurs 2018, le samedi 13 octobre dernier à la Maison des Générations. L'événement a attiré près de 100 personnes qui ont été invitées à voter pour le plus beau jardin privé parmi les 15 photographies soumises. Il s'agit d'une nouveauté. La photographie du jardin de Mme Suzy Gagné de Deschambault-Grondines a reçu le plus grand nombre de votes. La photo du jardin de Mme Paulette Camiran et de M. Jean-Claude Gégou a récolté la 2e place, alors que la photographie de Mme Pauline Jacques et de M. Jean-Jacques Plot s'est mérité la 3e position. La ville de Saint-Raymond s'est vue décerner le prix de la municipalité présentant le meilleur bilan d'amélioration parmi les 18 localités de la MRC en 2018. Les améliorations apportées dans les parcs municipaux,
sur la voie publique et dans les plates-bandes des édifices municipaux, en plus de l'entretien des différentes zones végétalisées, la réduction des îlots de chaleur et l'utilisation de thématiques ont retenu l'attention des participants au vote. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP, a présenté un diaporama en hommage à M. Denis Jobin, maire de Cap-Santé, décédé au cours de l'année. Elle a également honoré Mme Joanne Boucher de Saint-Raymond en lui décernant le prix de bénévole de l'année. Le concours Photo Nature Portneuf reviendra dorénavant à chaque année. L'assistance a été invitée à voter pour les gagnants de chacune des catégories. Mme Francine Tessier a vu sa photographie remporter la catégorie Aménagement paysager. Le prix pour la photo ayant obtenu le plus de votes pour le volet patrimoine bâti a été décerné à M. Bruno Carpentier et la photographie soumise par Mme Suzanne Claveau a reçu le plus grand nombre de votes pour la catégorie paysage à couper le souffle. M. Gaston Arcan, maire de Deschambault-Grondines, a invité tous les participants à la prochaine édition de la Fête des fleurs de la MRC de Portneuf qui aura lieu dans sa ville en 2019. Le comité du patrimoine de Saint-Raymond et la ville de Saint-Raymond ont dévoilé ce jeudi matin le prix Claude Huot 2017. Il s'agissait en fait de la 10e édition qui récompense le ou les propriétaires d'une résidence privée de plus de 60 ans et qui ont su conserver les éléments patrimoniaux d'origine. Pour cette 10e édition, c'est la résidence de M. et Mme Charles et Nathalie Plamondon, située au 605 Rang du Nord, qui a reçu les honneurs. La résidence a été construite en 1870 et M. et Mme Plamondon sont la 4e génération des Plamondon à s'en porter acquéreur. Ils ont acquis la maison en 1994. En plus d'un certificat, le couple a reçu une toile en acrylique de l'artiste peintre de Saint-Raymond, Gino Carrier. Écoutons une courte entrevue que nous ont accordée M. et Mme Plamondon. Bonjour, Mme Plamondon. Bonjour. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour, M. Beausoleil. Vous venez de recevoir un bel hommage, en fait, pour votre résidence de la part de la Société du patrimoine de Saint-Raymond et de la ville de Saint-Raymond. Comment on réagit par rapport à ce bel hommage? C'est une grande fierté. C'est vraiment un bel hommage. On en est très fiers. Oui. Et vous, comment vous réagissez? Bon, on est flattés, c'est comme Nathalie disait. Et puis, ça récompense le travail qu'on a fait, puis tout ça, puis de se faire reconnaître par la ville et la Société du patrimoine, c'est un grand honneur. Ouais. Vous en êtes la 4e génération, en fait, de cette résidence des Plamondon qui a été construite en 1870. Vous en êtes les propriétaires depuis 1994. Oui. Parlez-nous un peu de la restauration ou de ce que vous avez fait à cette résidence. Bien, le but, c'était de l'améliorer parce qu'avec le temps, c'était sur des grosses pierres, puis elle calait. Puis c'est ça, quand on a repris la maison, c'est que le but, c'était de mettre un salage. Puis tant qu'à mettre un salage sous la maison, bien, on l'a tassé d'une maison et on l'a reculé d'une maison parce qu'elle était plus proche que ça du chemin. Là. Et de conserver son état patrimonial, c'est important pour vous? Oui, on a fait une petite rallonge sur le côté, une genre de petite cuisinette. Et on a conservé le bardeau de cèdre avec, on a refait faire des châssis du même style que la maison d'origine. Oui. Puis on a essayé de conserver là, tout l'aspect patrimonial d'origine de la maison là, pour le cachet, là, puis tout ça. Là, beaucoup de peinture aussi? Quelque peu. Oui, quand que la maison, à l'origine, elle était comme jaune, verte et blanche. Et moi, un matin, je me suis levée et j'ai dit, on change de couleur. Alors, c'est à peu près 27 à 30 gallons de peinture pour changer de couleur. Quand même. En un été, cet été-là, je ne travaillais pas, alors ça a été mon été. Oui. Parlons un peu de l'intérieur de cette résidence. Beaucoup de pièces. Décrivez-nous un peu ce qu'est l'intérieur. On a 13 pièces. 13 pièces. C'est un étage et demi. On a le sous-sol au complet là, qui a été refait là, avec le nouveau solage puis tout. Puis on a conservé le vieux poêle de cuisine à l'intérieur là, avec les cachets, les murs en planche, en petites planches, là, les moulures, etc., décapées, puis tout ça. Fait que,
Les plafonds en caisson. Les petits plafonds, les plafonds en planche aussi, là, en petits caissons. Là, puis, ouais. Beaucoup de... Vous avez l'intention de conserver cette résidence longtemps, j'imagine? Oui, mais on est comme la 4e génération à passer dedans. C'est sûr que nous, on ne pourra pas le donner à nos enfants. Malheureusement, on n'en a pas. Mais on aimerait ça que ça reste dans la famille Plamondon. Oui. Alors, Monsieur et Madame Plamondon, merci beaucoup de cet entretien, puis félicitations pour ce bel honneur. Merci. Merci à vous. Soulignons que la Société du patrimoine de Saint-Raymond a profité de l'occasion pour parler de son calendrier historique 2019 et annoncer une activité spéciale le 11 novembre à l'église de Saint-Raymond. 2 membres de la Société seront avec nous en studio jeudi soir prochain pour nous en parler. La Grande Marche Pierre-Lavoie à Saint-Raymond a lieu ce samedi 20 octobre. Le départ de la marche est prévu à 10 h à Place de l'Église, près de l'entrée du centre multifonctionnel. Dès 9 h, sur le site, il y aura de l'animation et un réchauffement pour les marcheurs. Un parcours de 5 km a été défini sous la forme d'une boucle à travers le parc Alban Robitaille, des rues du centre-ville, la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et le parc riverain de la Rivière-Sainte-Anne. Il sera possible de marcher un parcours de 3 km à son rythme, sans chronomètre. Rappelons que la Grande Marche Pierre-Lavoie se tiendra simultanément dans 75 autres villes et municipalités à travers la province. L'événement vise la promotion des saines habitudes de vie. Et pour une 16e année, la SADC de Portneuf invite les femmes d'affaires à une activité de réseautage et de maillage le mercredi 7 novembre à l'Auberge du Couvent à Saint-Casimir. L'activité s'adresse aux entrepreneurs, professionnels ou travailleuses autonomes, quelle que soit la taille et le type d'entreprise, située dans Portneuf, à Saint-Augustin-de-Desmaures ou à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Parmi les conférenciers, on a Christian Martineau dans sa conférence intitulée « Les 12 secrets de la communication non-verbale en affaires ». Il y a une activité de témoignage aussi, réseautage à 17 h avec Caroline Beaulé de Bédard-Guilbeault, Lise Julien de la ferme Laurier à Saint-Basile, ainsi que Katia Savoie de Fleuriste Boutique Mon-Décor. Alors, elles parleront de leur cheminement entrepreneurial. Et un souper-atelier est prévu à 18 h 15 avec le choix entre 3 ateliers, Lisa Leblanc, Marjolaine Gilbert et Sonia Bouchard. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web de la SADC, portneuf.qc.ca. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même qu'à Tony, à la caméra sur le terrain et au montage. Merci à vous à la maison de nous suivre à chaque semaine. Et on se laisse avec des images d'une vidéo qui a été produite dans le cadre de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail du 14 au 21 octobre. Au Québec, en 2017, on a dévoilé les pires statistiques enregistrées depuis les 10 dernières années. On déplorait 63 morts à la suite d'un accident de travail et 167 à la suite d'une maladie professionnelle, pour un total de 230 décès, 13 de plus qu'en 2016. Dans notre région, Québec-Chaudière-Appalaches, on dénombrait 24 décès liés au travail, 18 d'une maladie professionnelle et 6 d'un accident de travail. Alors, bonne semaine. Bonsoir, Monsieur Lavallée. Il s'est passé quelque chose avec votre fils, Maxime. Il est tombé d'une nacelle et il s'est cogné violemment à la tête. Les urgences l'ont emmené à l'hôpital, mais ils n'ont rien voulu nous dire. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait vraiment beaucoup de sang. Je suis désolé.
Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.